Salut tout le monde, bienvenue au Balado Urbania. C'est notre balado hebdomadaire où à chaque semaine, on revient sur nos meilleurs reportages puis on parle un peu des coulisses. Cette semaine, un revenant, Oui. Clément Hamelin. J'ai l'honneur de le recevoir aujourd'hui parce qu'il revient de l'Ouest où il a produit un reportage super intéressant sur les feux de forêt. Fait que visiblement, Clément, on peut pas se passer de toi parce que même quand tu travailles plus ici, on veut tes reportages. Non, c'est ça. J'ai brillé par mon absence, alors maintenant, je reviens avec des reportages encore plus béton. J'adore ça. Veux-tu nous expliquer un petit peu, en gros, c'est quoi ton reportage? De quoi ça parle? Oui. Ben en fait, le reportage, on est allé au nord du Manitoba, dans une communauté Cree, parce que je voulais vraiment m'intéresser aux conséquences des feux de forêt, mais surtout dans les communautés les plus isolées. Okay. Fait que, tu sais, quand on regarde les nouvelles, je sais pas si vous vous rappelez l'été passé, là, mais je t'ai vous voyez, mais on va passer au-dessus assez rapidement. Tu peux, oui. Je sais pas si tu te rappelles l'été passé, mais les couvertures qu'on a par rapport aux feux de forêt, c'est beaucoup la qualité de l'air en ville. Il y a tel nombre d'évacuations, voici la superficie qui a été brûlée. Mais les accès terrain par la suite des feux, c'est un travail plus de fond qui se fait pas beaucoup. Fait que je me suis dit, je m'intéressais vraiment. Puis c'est la question que je me posais l'été passé. J'étais comme, hey, je me demande comment ces gens-là vivent ce genre de catastrophe parce que, tu sais, sont isolés, puis c'est leur maison là, qui brûle, là, c'est leur cour arrière. Fait que ça fait longtemps que tu avais ce sujet-là en tête quand même. Ouais, la première fois que j'y ai pensé, c'était cet été. Je savais pas que j'allais aller au Manitoba. Je savais pas que j'allais aller dans cette communauté-là en précise, mais je savais que je voulais faire quelque chose avec les feux de forêt. Okay. Puis parce que c'est là pour rester, tu sais, les feux. Puis je pense que d'avoir vu autant de smog, ça m'a fait réaliser que si nous, c'est ça qu'on reçoit ici en ville, je peux même pas imaginer ce que les gens vivent là-bas. Ouais. Donc, c'est entamer une quête pour essayer de financer ça puis ensuite y aller. L'été dernier, le Canada a connu une de ses pires saisons de feux de forêt de son histoire. C'est l'équivalent de la superficie du Nouveau-Brunswick qui a brûlé un peu partout dans le pays. Et juste au Manitoba, c'est 17 000 personnes qui se sont retrouvées réfugiées dans les grandes villes. Je suis en route vers Pocatawagan, une communauté Cree de 2500 habitants qui se trouve à plus de 800 km de route de Winnipeg. C'est ça, c'est pas simple parce que c'est quand même un gros projet. Tu peux pas passer 1 ou 2 journées sur place. Il faut que tu fasses un vrai séjour. Fait que comment est-ce que ça s'est passé, la préparation? Comment tu as eu le financement? Mais la première étape, c'était justement aller chercher le money, le cash. Le cash! Pour voyager. Parce que les 2 provinces qui ont été le plus affectées, c'est l'été passé particulièrement, c'est la Saskatchewan et le Manitoba. Nous, le Québec, c'est l'été d'avant. Puis là, je vais me permettre de faire une parenthèse. L'été où le Québec a été pas mal affecté par les feux de forêt, moi, j'étais en reportage à Chicoutimi à ce moment-là, puis l'hôtel où je demeurais, c'est l'hôtel où les communautés autochtones plus au nord du Québec avaient été réfugiées. Ah ouais, hein? Ça avait été comme mon premier insight à c'est quoi être un réfugié climatique dans son propre pays. Fait que c'est pour ça que j'avais déjà l'angle autochtone en tête aussi pour ce reportage-là. Fermeture de la parenthèse. Mais pour le financement, j'ai appliqué en fait à une bourse de l'Association des journalistes indépendants du Québec. C'est une bourse c'est une association dans laquelle je suis. Puis quelques fois par année, ils offrent du financement à plusieurs journalistes pour aller faire des reportages pan-canadiens. Okay. Fait que j'ai appliqué en octobre, puis là, en décembre, j'ai su que je l'avais. Puis là, s'embarquait le gros processus pour essayer de trouver du monde qui était prêt à me parler, mais aussi... c'est ça, à distance aussi, là? Ben oui, pas tout sur ça place. à distance. Puis honnêtement, le plus gros défi, c'était de savoir comment s'y rendre. Puis parce que c'était pas évident en ligne, t'avais des indications, mais c'était pas clair. Puis honnêtement, j'ai pas été capable de parler à quelqu'un jusqu'à 3 semaines avant de partir. Tu devais capoter un peu? Ouais, mais je pense que j'étais un peu dans le déni. J'avais trouvé des indications, grosso modo, pour comment me rendre. En fait, comment j'ai trouvé des indications pour me rendre, c'est que j'étais allé sur le site de l'école primaire et secondaire qu'il y a là-bas. Puis, il y avait un blog où une professeure expliquait comment se rendre. Fait que j'ai copié-collé cette instruction-là, puis je me suis booké des billets en fonction. Mais là, on pourra en parler plus tard, mais une fois arrivé là-bas, j'ai appris qu'il y avait toute autre façon d'y aller beaucoup plus efficacement. Fait que... Mais là, attends, résume-nous ton trajet. Donc, c'est combien d'heures d'avion, puis après ça, combien d'heures de route? La communauté où je suis allé s'appelle Pocatawagan, qui est dans Pocatawagan. C'est vraiment important de... Ça a été un autre défi du reportage, d'être capable de le prononcer comme du monde. Et non Pukatawagan, même si ça s'écrit P-U. Tu sais, moi, quand je pitchais le reportage au début, avant d'y aller, j'étais genre, oui, je m'en vais faire un reportage dans Pocatawagan, nanana. Puis on est arrivé à Winnipeg, puis les gens nous demandaient où est-ce qu'on allait. Puis là, ils nous regardaient croche parce qu'ils étaient comme, OK, c'est juste vous dire, c'est Pocatawagan qu'il faut dire. Là, vous allez avoir tellement bon, j'aime ça. Puis là, j'entends mon réalisateur qui est avec moi encore. À ce jour, il trouve que je le dis pas comme du monde, mais regarde,
pour les fins du podcast. Je trouve que c'est une bonne performance. Je connais rien, mais j'y crois. Mais tu l'as très bien pour ta première fois. Pocolawagen. Ouais. Tout ça pour dire que... C'était quoi la question? Le trajet, ça ressemble à quoi? Ouais. Pocolawagen est à 800 km de Winnipeg. OK. Fait que... Puis, n'est pas accessible par la route. Donc, ce qu'il fallait faire... Je veux dire, le trajet qu'on a fait, puis je veux dire, ça aurait été quoi le meilleur trajet pour s'y rendre? Parfait. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un train jusqu'à une ville qui s'appelle De Pas. Parce qu'à De Pas, d'ailleurs, ça, je disais De Pass. On m'a dit que c'était De Pas. De Pas. Il y a un avion, une compagnie aérienne qui appartient à la Matthias Column Cree Nation, qui est la communauté dans laquelle se trouve la réserve de Pocolawagen. Puis ils possèdent justement cette compagnie aérienne-là qui fait des allers-retours. Évidemment, les prix des billets étaient quand même assez chers, donc je me suis dit, ce ne sera pas la compagnie aérienne. Ça me coûtait, je veux savoir. Faire 40 minutes de vol, ça me coûtait plus cher qu'aller à Paris. J'aime ça, fait que genre 1000$. Ouais, ben là, c'est parce que je transportais 2 personnes aussi, là, tu sais. Fait que ça aurait été 1000$ aller, 1000$ retour. Puis la bourse finance beaucoup de choses, beaucoup de dépenses. Je suis pas là pour chercher sur la bourse, mais c'est quand même parlant de savoir que pour se rendre quelque part dans notre propre pays, ça me coûte... Tu sais, je pourrais aller ailleurs dans le monde, puis ça me coûterait moins cher, juste en déplacement, tu sais. Donc, finalement, le plan de match était qu'une fois qu'on arrive à De Pas, il y a un autre train que là-bas, ils appellent The Bullet Train. OK. Un peu de sarcasme parce que c'est le train le plus lent du pays. Là. C'est comme, il va pas très très vite. J'aime ça. Qui serait un autre 8 heures. Fait que ça aurait fait un cumul de 14 heures de train, plus un autre 8 heures de train. Pour, quand même, hein? Ouais. Mais là, on a été pas mal chanceux parce que avant de partir, alors que j'étais désespéré puis j'essayais de parler à quelqu'un là-bas, un bon ami à moi m'a dit, je pense qu'il faudrait que tu contactes une église. Il y a l'air d'avoir une église sur la communauté, puis... charité chrétienne, c'est sûr qu'il y aurait un prêtre qui serait prêt à t'aider. Puis là, c'est ce que j'ai fait. Puis au premier appel, il y a un prêtre qui m'a répondu, Father Dana, le GOAT. Pour vrai, ce gars-là c'est devenu notre fixeur là, tellement qu'il était... J'aime ça. Ouais, puis il nous a conduits partout. C'est lui qui nous a mis en contact. Honnêtement, le reportage a totalement changé grâce à lui parce que c'était comme il était capable de me mettre en communication avec un peu n'importe qui. Fait que lui-même, une fois qu'on est arrivé à De Pas, le but c'était quand même de prendre le train, mais à notre arrivée dans les petites heures de la nuit, il m'a texté pour me dire que il avait trouvé un lift vers la communauté. OK. Tantôt, je vous avais dit que... Là, je parle aux gens qui écoutent, là, mais j'avais dit qu'il n'y avait pas de route, mais c'est pas vrai. En hiver, tu as comme une petite fenêtre où tous les lacs sont gelés. Puis là, quand je dis gelé, j'ai vérifié l'épaisseur de la glace. C'est genre, tu as plus qu'un pied de glace. Là, fait que tu as des trucks qui peuvent aller là-dessus. Ouais. Puis, fait que là, c'est les Winter Roads. Puis pour eux, c'est un moment de liberté totale parce qu'ils ont accès à tout maintenant. De Pas, c'est quand même une grosse communauté. Fait que ça fait en sorte qu'ils peuvent aller, genre, au Tim Hortons, là, tu sais, qui est un gros chilling. Un gros chilling spot. Un gros chilling spot à De Pas, là, pour y avoir attendu pendant 1h30. Bref, il nous a dit qu'il nous avait trouvé un lift. Puis ce lift-là était quand même assez particulier parce que c'était un convoi funéraire. Tu avais une personne âgée de la communauté qui était décédée. OK. Qui allait se faire enterrer dans Pocolawagen. Donc, il y avait toute sa famille, ses proches, étaient venus chercher le corps. Le corps. Puis, il faisait le 4 heures de route. C'était comme un convoi funéraire symbolique pour l'amener à travers les terres et l'amener à sa destination finale, qui était sa communauté d'origine. Fait que ton reportage commence de même. Ça, je l'ai pas mis dans le reportage parce que c'était long, mais c'était vraiment... C'était comme spécial à vivre. C'est clair. On nous a donné accès... Tu sais, j'étais allé aux funérailles. On nous a donné accès à ce pan de leur vie que c'était pas prévu qu'on soit là. Puis d'avoir accès à ces traditions-là, j'ai trouvé ça quand même assez chouette. Puis là, une fois sur place, tu dors où? Tu manges quoi? Comment ça se passe? C'est un autre enjeu. Je veux pas dire que... Je pense pas que je suis désorganisé. Je pense que la logistique était vraiment compliquée pour ce reportage-là. Puis encore une fois, jusqu'à une semaine avant de partir, j'avais tous les plans pour dormir à Winnipeg, j'avais tous les plans pour dormir à De Pas, mais les plans pour dormir et manger à Pocolawagen, j'en avais aucun. Ça s'enlignait sur le sous-sol d'église, là? Ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est ça que je m'étais dit. Maintenant que j'avais le contact avec le prêtre, j'étais comme... Je vais lui dire que je viens d'une famille un peu catho, là, mes grands-parents, tout ça. Je vais essayer de le convaincre, puis il va nous loger. Ce qui aurait pu être une option. Mais au même moment où il m'a trouvé une ride vers Pocolawagen, il m'a écrit pour me dire qu'on allait être accueillis dans les cabines de construction de la communauté. OK. Fait qu'en ce moment, la communauté a des travaux. Genre, ils refont leur circuit d'eau, ils rénovent un peu l'école, puis ils font
venir des compagnies de construction sur leur territoire, puis ils ont des cabines où ces gens-là sont logés et nourris. Des genres de petites maisons mobiles qui repartent avec à la fin des travaux. C'est comme des containers, tu sais. Okay. Mais eux, je pense qu'elle est plus mobile. Là. Maintenant, elle est là pour rester, puis c'est là que... D'ailleurs, on était là avec des gars de la construction, mais aussi Statistique Canada avait envoyé des employés pour faire le recensement pendant qu'on était là. Fait que c'est vraiment une belle cohabitation. C'est bon. Puis ça a été ils nous ont logés, nourris, on a bien mangé. Puis je pense que tout le monde sait que le prix de la nourriture en général dans les communautés éloignées est super élevé. Ouais. Toi, t'as-tu eu à aller à l'épicerie toi-même? Justement, avant qu'on arrive là-bas, on a fait une épicerie parce qu'on savait pas si on allait manger. Fait qu'on a quand même dépensé beaucoup là-dessus. Mais une fois arrivé, on a réalisé qu'on était logés, nourris. Fait qu'on a donné notre bouffe à la charité chrétienne. Puis, mais les prix, il y avait quand même une différence là, par rapport à ce qu'on paye ici. Mais pas si grande que ça parce qu'ils ont des épiceries communautaires maintenant. À Pocolawagan, la communauté a construit une épicerie qui est payée par les gens, qui fait en sorte qu'ils peuvent vendre des prix compétitifs puis abordables. Mais ils ont quand même une épicerie privée un peu plus loin qui s'appelle le Northern Store. Puis là, de ce que j'ai compris, là, les prix sont un peu plus gonflés parce que c'est privé. Puis sinon, comment ça s'est passé d'entrer en contact avec les gens pour avoir des entrevues? Est-ce qu'ils étaient réticents ou au contraire, ils étaient vraiment partants de... embarqué? La première question qu'on nous posait, c'est est-ce qu'on était le gouvernement? Okay. Une fois qu'on passait cette étape-là, la confiance était déjà un peu plus là. Quand ils comprenaient qu'on était des documentaristes. On disait qu'on était des documentaristes, des journalistes, puis quand on disait qu'on était journaliste, c'était comme CBC. Puis je sentais de la crainte aussi. Fait qu'on était comme non, on est indépendant pour un média indépendant et tout ça. Mais ça a été... on s'était déjà donné comme plan de match. On a été là-bas 10 jours. Puis on s'est dit que les 3 premiers jours, il n'était pas question de faire de tournage. C'était juste, on profitait de ces 3 journées-là pour se faire connaître de la communauté, que le mot se passe, qu'on est là pour aller récolter des témoignages. Gagner la confiance des gens un peu. Exact. Parce qu'une fois que la confiance est gagnée, c'était, on l'a vécu après les entrevues, les gens étaient super généreux. Ouais, les tous gens se sont livrés, à dire, là, 100%, là, puis même des fois beaucoup. Ouais. Fait, mais pour ça, je pense que c'était important qu'on prenne le temps de... Puis ce qui est drôle, c'est que selon nos horaires de train qu'on pouvait prendre, on pouvait soit, dans le plan de match initial, rester 3 jours ou 10. Okay, là, avec du recul, je suis comme, une chance qu'on n'ait pas resté 3 jours. Ouais. Parce que juste être capable de rentrer en contact avec les gens, ça prenait du temps. Les gens étaient occupés, c'était le congé de Pâques. Puis... C'était le congé de Pâques? Oui, c'était le congé de Pâques. Puis je veux pas dire qu'ils sont pas fiables parce que c'est pas vrai. L'affaire, c'est que là-bas... c'est une expression qu'ils utilisent couramment, le Indian time. Que c'est chaque chose en son temps. Puis, tu sais, quand ils nous donnaient rendez-vous à 1h, c'était pas vraiment à 1h le rendez-vous. Je savais que je pouvais arriver à 2h15, puis peut-être qu'ils seraient même pas là encore. Ça les insulte pas, eux autres. Non, parce que sont pas arrivés. Le temps est différent. Puis c'est pour ça que ces 3 jours-là ont été importants. C'était comme... On nous donnait des horaires approximatifs des activités communautaires, de ce qui se passait. Puis des fois, on avait un plan d'aller rencontrer telle personne, on arrivait, puis cette personne-là n'était pas là. Fait que là, c'était comme OK, mais on accrochait quelqu'un d'autre, puis on partait sur notre aventure. C'est vraiment un genre de reportage qui te demande d'être sur place, de parler aux gens, de prendre ton temps, de te déposer. Là. Puis considérant un début que j'ai eu avec le chef de la communauté, il me répondait pas beaucoup à mes textos avant d'arriver, une fois que j'ai eu son contact, puis il m'a expliqué qu'il était comme, moi, je voulais juste voir si t'allais venir. T'sais. Ah ouais, hein? Si tu viens... ça va me faire plaisir de t'accueillir dans la communauté, de te présenter. But you gotta show up, tu sais. C'était ça qu'il voulait. Mais tu serais passé à côté de tellement de choses si t'avais essayé de faire ça. Ben, en fait, t'aurais pas pu. À distance, J'avais plein d'histoires. Il y a des perspectives que j'avais pas du tout. J'avais tellement un plan de match dans ma tête pour ce reportage-là, puis il est allé complètement ailleurs. Ah ouais, hein? Ben, parce que j'ai été surpris par des enjeux que j'avais même pas considérés. Comme lesquels? Les chiens. All the dogs in the community turned wild because there was no contact with people. And it'll be hard to retrain them to be kind, don't be aggressive, because that's the animal kingdom. Their instinct is for survival, right? We have about 400 dogs in here in the community. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce bleu. Vous expliquez un petit peu? Ben, ça, je suis pas mal sûr, tu sais, je pense pas dire de fake news avec ça, que c'est un enjeu qui est dans d'autres communautés aussi, tu sais, puis qui est exacerbé, amplifié par les feux de forêt. Trigger, quand on est arrivé là-bas, il y a une madame sur Facebook qui était assez drôle. Un des trigger warnings qu'elle m'a donné, c'était « Ah, faites attention aux chiens ». Puis j'étais comme « OK, qu'est-ce que tu veux dire? » Puis man, il y avait des chiens, là. Ah ouais, genre, hein?
Je pense que je voyais genre 75 chiens par jour. Puis ça, c'est comme bonne journée. Là, t'sais. Puis des chiens sympathiques, des chiens menaçants, ça dépend. Des chiens... L'affaire, c'est qu'il n'y a pas de contrôle animalier là-bas. Fait que, des fois, il y a des personnes qui possèdent genre jusqu'à 25 chiens. T'sais. Des chiens de traîneau? Ou des non, chiens... non. Ben, I guess que selon la race qu'il y avait, il y avait des chiens de course de traîneau aussi. Mais là, il y a une grosse majorité qui est rendue sauvage. Parce que les gens, puis c'est beaucoup expliqué dans le reportage, c'est que les gens sont partis pendant 4 mois à cause de l'évacuation des feux de forêt. Fait que les chiens sont retournés à l'état sauvage. Donc, ils se sont reproduits. Puis, c'est difficile d'avoir les chiffres approximatifs, tu sais. Certains nous disaient jusqu'à 400, 500 chiens. Il y en avait qui exagéraient. Il y en avait qui nous disaient même qu'il y en a qu'on ne voit pas, qui sont rendus un petit peu plus dans le bush. Donc, il y a vraiment un enjeu. Puis, je pense pas que c'est un enjeu parce que où ça devient dangereux, c'est qu'il y a certains chiens plus sauvages qui attaquent parfois des enfants, des passants. Fait que, mais la majorité des gens circulent en troc là-bas. Là, fait que c'est pas si dangereux que ça. Mais même nous, quand on marchait, on nous donnait le conseil de toujours avoir un bâton. Comme ça, ils pensent qu'on a un gun dans les mains, tu sais. Oh ouais. C'est le truc qui nous a été donné. Wow, mais honnêtement, il y a eu des petits chiens curieux, mais on a été quand même chanceux à ce niveau-là. Puis je pense que c'est aussi qu'on a évité les points chauds où on savait que là, les chiens étaient un petit peu plus incontrôlables. Quand on allait là-bas, on allait en troc ou en 4 roues. OK. Puis à quel point c'était vaste, la communauté? Est-ce que vous vous êtes limité à une certaine région proche de l'église ou est-ce que vous êtes vraiment promené sur tout le territoire? Tu sais, la communauté de Pokawagin, c'est une péninsule. Fait que c'est pas si gros que ça. On nous a fait un tour au début, puis ça a pris une dizaine de minutes. Là. OK. C'est pas si gros que ça. Ensuite, le territoire, il y a des gens qui habitent un petit peu plus loin de façon reculée, mais tout est parti. On a été capable quand même de se promener un peu partout. Ce qui a été un enjeu, c'est comment on se promenait, parce qu'on n'avait pas de char, pas de 4x4. Fait que ça a été beaucoup de pouces. Ah ouais? Mais tu sais quoi? Tu as dû rencontrer pas mal de monde. Meilleure technique pour rencontrer du monde. C'est clair. Meilleure technique. C'est juste parce que les gens, ils voient 2 petits blancs qui se promènent sans char, tu sais. Les autres qui nous ressemblent, c'est des gars de construction qui ont toujours leur PK, fait qu'ils sont bien curieux, ils arrêtent, qu'est-ce que vous faites ici? Puis on se présente, puis on se met à discuter avec eux, puis tout de suite, dès que la discussion partait, il y avait des histoires à nous partager. C'est cool. Fait que des fois même, ça me fait rire parce qu'il y en avait qui manquaient notre stop parce qu'ils étaient juste trop concentrés à nous partager leur vécu. Ouais. C'est cool. Puis on sent aussi beaucoup dans le reportage, bien évidemment là, que leur rapport au territoire est vraiment différent du nôtre, qu'ils sont très, très, très attachés, que c'est intégré dans plusieurs sphères de leur vie, même leur alimentation. Toi, est-ce que tu as pu goûter à des produits du terroir? J'ai eu la chance. J'ai un petit pocheux de poisson qui m'a fait goûter du poisson frit. Puis là-bas, c'est surtout du poisson là, qui est dans leur alimentation. Ils ont un peu de viande rouge aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Pokawagin, puis là, ça va être une traduction approximative, là, mais à la base, ça veut dire un endroit où il y a beaucoup de poissons, où tu peux pêcher. T'sais, on a eu plusieurs versions différentes de la traduction, là, mais puis c'est vrai parce que la deuxième journée qu'on était là, il y avait un fishing derby, donc une compétition de pêche, où les gens pouvaient gagner un char en passant. Là. C'était ça le prix final. Wow. Celui qui pêchait le plus gros poisson gagnait un VUS. Là, c'est quand même assez impressionnant. Puis ils nous avaient invités en plus à participer, puis on était comme, ouais, non, je pense qu'on va le laisser. Genre, on aurait l'air de quoi arriver, tu sais, sortir la plus grosse truite, puis faire comme, ouais, on part avec le pick-up, tu sais. Fait que... mais il y a quelqu'un en particulier qui nous a fait goûter, c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup de lifts d'ailleurs, qui nous a fait goûter de son propre poisson qu'il a pêché. Je pense que sa conjointe l'a aidé à nous cuisiner ça, puis avec la bannique. C'était honnêtement délicieux. Puis ce qui ressortait souvent quand on parlait avec eux de leur lien avec le territoire, surtout là on est dans la section alimentation, tu sais, ces gens-là, ils accordent quand même une grosse importance parce que pour eux, c'est des produits naturels. Tu sais, c'est comme... Ils sont ce qu'ils mangent, puis ils ont vraiment besoin de ça dans leur alimentation au quotidien. Puis le moins possible d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur. Puis, tu sais, je le savais déjà un peu en allant là que les peuples autochtones ont une grande relation avec le territoire, mais pour vrai, je m'attendais pas à autant. T'sais. C'est fou. Puis même, vers la fin du reportage, il y a un des intervenants qui dit que lui... tu sais, ben, c'est pas une question d'être pour ou contre les feux de forêt, là, mais tu sais, il est un peu genre, mais c'est normal, les feux de forêt, la terre... Ouais, qui ça? C'est comme s'il disait que la peau de la terre muait, puis que là, c'était pour faire... Tu sais, puis on n'a tellement pas, nous, pour nous, c'est menaçant, c'est dangereux, puis eux aussi, tu sais, mais ils sont tellement conscients que ça fait partie d'un cycle. Have you ever considered leaving your home?
Never, man. This is my home. Why am I going to leave my home? You know, your backyard burns. Are you going to leave your backyard, or are you going to say, well, new trees are going to grow and it's going to grow back beautiful again, right? And that's what I see here. You know, this is just Mother Earth replenishing itself, making itself look more beautiful, right? So, yeah. And it's a lesson learned, how we react, right? Ben oui, 100%. Puis, tu sais, lui, particulièrement, Keith, c'est un bon gars, là. Genre, on a fait 1 heure d'entrevue avec ce gars-là, puis il y a juste quelques clips qui se sont retrouvés, mais je trouvais que c'est celui qui avait la perspective la plus confrontante et rafraîchissante à la fois. Tu sais, il était comme, exactement comme tu disais, il nous expliquait que ben, le feu, ça fait partie d'un cycle, ça détruit tout, mais qu'est-ce qui vient après la destruction? La vie. Puis l'anecdote qui ressortait le plus souvent, c'était, ben eux, ils ont vraiment hâte à cet été pour la saison des bleuets. Ça, je l'ai coupé du reportage, parce que j'étais comme, bon, il y a une limite à ce que je peux mettre dans le reportage. Mais genre, presque tout le monde était comme, on va avoir une belle saison des bleuets cette année, tu sais, parce que les petites pousses vont repousser. Puis je trouvais ça, il y avait une partie de moi qui trouvait ça beau que malgré, tu sais, il y a eu de la destruction de leur territoire partout autour d'eux. Il y a beaucoup qui ont perdu leur cabine de chasse, mais ils ont été capables d'aller chercher un point positif là-dedans. Parce que les feux, ça aide à la culture des bleuets. Ouais, c'est ça. J'ai pas la science exacte, mais faudrait que je fasse mes devoirs là-dessus. Mais je pense que c'est justement, tout est nettoyé au niveau du territoire. Fait que les petites pousses de bleuets ont plus d'accès au soleil. Fait que ça fait en sorte que ça pousse. Voilà. Tellement intéressant. Est-ce que ça t'a donné le goût de faire plus de reportages longs comme ça? Parce que, tu sais, c'est fou. C'est tellement de mois de préparation, tellement de temps de déplacement, tellement de temps sur place. Puis là, vous passez 10 jours là-bas, vous deviez avoir des heures de rush. Puis, tu sais, c'est beaucoup de travail pour un reportage. Au final, qui dure quoi, 25 minutes? On l'a shorté à 20. Mais qui est excellent. Fait que ça t'a-tu donné le goût de faire plus de projets comme ça ou... pour vrai, j'étais dans l'avion sur le retour, puis je me disais, OK, c'est quand le prochain, tu sais? Ouais. Parce que j'ai vraiment trippé. Il y a quelque chose... Tu sais, je suis tombé dans le journalisme par hasard, aussi à la base, là. Tu sais, moi, j'ai un deck en admin, un bac en com, puis quand je suis rentré chez Urbania à l'époque, c'était en pub, là, tu sais, dans le département publicitaire. Mais je savais que comme j'aimais ce que l'éditorial faisait, puis par la force des choses, j'ai switché à l'éditorial. Maintenant, je suis indépendant. Mais ce que j'ai toujours trippé dans ce côté-là, c'est quand tu as l'impression d'assister à du moins à quelque chose d'important. Ouais. Ou que tu sais que tu es un des seuls qui a accès à ça en ce moment, puis que tu peux faire voyager cette histoire-là. Là, je le sors complètement du reportage au Manitoba, mais... pendant les élections 2024, j'étais allé en Pennsylvanie, puis être dans un rallye Trump avant sa réélection, j'ai vraiment vécu quelque chose de particulier là-bas, puis j'étais comme, OK, j'ai vraiment l'impression d'assister à... sans avoir la prétention de dire j'assiste à un moment historique, j'assiste à quelque chose de particulier. J'ai vécu de quoi, là? J'ai vécu de quoi. Puis au Manitoba, je l'ai un peu vécu, parce qu'en entendant ce que ces gens-là nous racontaient, puis la perspective qu'ils ont eue, j'étais comme, OK... Je considère avoir des témoignages qui n'ont pas été souvent entendus. Puis moi, j'ai aucune difficulté à communiquer avec les gens. Je pense que je suis dans ce métier-là parce que j'aime ça parler, puis j'aime ça raconter des histoires. Tu as fait tellement de vox pop dans ta carrière chez Urbania. Approcher des inconnus, pour toi, ça doit être genre... Je comprends. Mais c'est drôle parce que avec je me rappelle plus avec qui je parlais de ça, mais tout le monde décrit maintenant genre, c'est quoi ton arc? Ton arc de winter arc, maintenant je suis dans le training, maintenant je suis dans puis là, dernièrement j'ai fait l'exercice, OK, c'est quoi mon arc de journaliste, puis je pense que là je suis, OK, essayer d'aller dans des endroits difficiles, puis avoir parfois des conversations difficiles, mais essayer d'amener mon ton que j'ai développé en faisant des vox pop ici chez Urbania. J'aime ça quand il n'y a pas juste du lourd, il y a du rire un peu, puis il y a de la perspective sur ce qu'on est en train de vivre. Puis là-bas au Manitoba, je trouve que, puis là je l'ai vécu la post-prod, là, je l'ai toute montée avec mon collègue en 2 semaines, puis c'est d'essayer de faire une histoire qui se tient, qui fait pas juste un portrait triste, qui fait un portrait qui nous fait réfléchir, mais qui par moments, il y a des moments de joie dans ce reportage-là. Je sais pas quelle version tu as vue, mais moi, un moment que j'ai rajouté dans le montage pour la simple et bonne raison que ce moment-là, il me faisait du bien. C'est, à un moment donné, il y avait une course sur neige. Je savais que tu allais dire ça. C'était mon guess.
Puis, il y en a plein d'autres que j'ai mis, que mon réalisateur a fait comme, bon là, pouces, mes pouces égales, enlève-les. Mais là-bas, il y avait, pendant la semaine de Pâques, il y avait une course sur neige. Fait que c'est avec des mini-raquettes. Puis c'était une vraie course, là. Il faisait genre 16 km de course, là, sur la glace, là. Au début, je pensais que c'était un sprint. Moi aussi, j'arrive là-bas, puis le gars est comme, non, on se tape un 16 km. Ah ouais, hein? Puis là, j'étais genre, voyons donc. Puis plein de monde là-bas était comme, je me suis jamais entraîné, puis se sont tapés un 16 km de course. C'est audacieux. Mais il y avait un jeune qui, lui, allait faire la course pour enfants. Puis, tu sais, on voit mon interaction avec lui qui montre comment ses raquettes fonctionnent. Il est full fier de te montrer ça, ça paraît. Il est super fier. Puis, tu sais, honnêtement, d'un point de vue journalistique, ça sert purement à rien à ce moment-là. Ben oui, puis non, ça raconte quand même une histoire de toi qui a pris le temps de rencontrer les gens, puis ce que de je voulais montrer avec ça, c'est que la communauté continue à vivre malgré les feux. Il y a un peu de ça derrière. Puis c'est dans le but de montrer que j'avais quand même une volonté de vouloir mettre de l'avant leur résilience. Puis c'est pas le seul malheur qu'ils vont vivre, puis le seul malheur qu'ils ont vu, mais ils veulent continuer à vivre. Ben merci d'être venu dans le sous-sol d'Urbania, Clément. Ben j'espère que c'est à la prochaine. Ben j'espère aussi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Le reportage de Clément est disponible sur le site d'Urbania. Oui. C'est le Micromag qui paraît en fin de semaine. En fait, au moment où on se parle, c'est déjà paru pour vous. Oui. Fait que allez voir ça. Puis sinon, il va être sur ma chaîne YouTube en collaboration avec Urbania autour du 5 mai. J'adore ça. Allez suivre Clément aussi sur ses réseaux sociaux. Absolument, s'il vous plaît. C'est tout. Merci. À la semaine prochaine.